Ok, on va commencer. Donc, bonjour à tous d'être venus pour le webinaire de Ouj avec Chef Ainar à Madison. Et en fait, le thème de ce webinaire, c'est l'Afrique, Madagascar et comment travailler ensemble. C'est un gros sujet. Il faut que les Africains, au sens large, ils travaillent ensemble pour faire progresser la gastronomie. Et donc, je me présente, je suis Francis Boussogoud, c'est moi le fondateur de Ouj. Ouj, c'est un vieux projet, mais que j'ai relancé il n'y a pas longtemps. Et Ouj, aujourd'hui, c'est un blog, un journal en ligne sur la gastronomie. Quand vous allez sur blog.ouj.com, vous avez des articles sur les chefs africains ou antillais. Hein, donc, il n'y a pas de limite. En fait, c'est des afro-descendants. Et puis, on aura bientôt des articles sur les restaurants. On a aussi des articles sur les gens qui font tout le secteur alimentaire, en fait, hein, parce qu'il y a des gens qui vont faire du fognon, des choses comme ça. Donc, on est déjà, c'est le journal en ligne. Et puis, très bientôt, c'est-à-dire sûrement lundi, on aura une boutique en ligne pour vendre des livres de cuisine. On espère vendre les livres où il y a Ainar à Madison dessus. Donc, sur Abidjan, en fait, c'est des gens qui voudraient commander sur Abidjan. Il y aura la boutique en ligne pour vendre des livres. Et Ouj aussi, c'est d'autres projets qui vont arriver à maturité. Il y a des événements qu'on va lancer 2021-2022. On a des projets aussi, mais pour l'instant, tant qu'ils ne sont pas encore à maturité, on n'en parle pas. On a plein de sujets et on essaye de faire fonctionner un peu la gastronomie afro-caribéenne, parce qu'il ne faut pas oublier nos frères des îles, hein, plus loin que Madagascar, hein, parce que Madagascar, c'est l'Afrique. Donc, c'est la grande île, mais c'est plus loin que Madagascar. Il ne faut pas oublier nos frères antillais et la Réunion aussi, et puis même les Haïtiens, les Jamaïcains. Il y a plein de gens qui sont dans la cible de Ouj, en fait. Donc, maintenant que je me suis présenté, je vais laisser Alison prendre la main. La parole. Et après, on ira sur Chef Ainar à Madison. OK. Alors, moi, je vais me présenter aussi rapidement. Donc, je suis Alison. J'ai fait un parcours classique pour faire de la cuisine. Donc, j'ai eu mon baccalauréat normal. Ensuite, j'ai fait mes études pour être dans la cuisine. Je suis passée par le système BTS. Et derrière ça, j'ai travaillé, j'ai bougé un peu. J'ai fait des stages à l'étranger, en Allemagne, aux États-Unis. Et puis récemment, depuis 2 ans, je suis rentrée en Côte d'Ivoire. J'ai posé mes valises et puis je travaille comme chef dans un restaurant de la place. Et voilà, et tous les jours, c'est des nouveaux challenges. Donc voilà, ça fait maintenant 7 ans que je fais ce métier et c'est toujours une passion. Et c'est un plaisir d'être avec des chefs comme Chef Aina ou d'autres chefs qu'on a pu avoir, de qui on apprend tous les jours. Donc maintenant que je me suis présentée, je vais vous demander, Chef Aina, de nous faire aussi une petite présentation de vous et de votre parcours. Alors, je suis chef Ainara Madison, donc je suis située en Île-de-France. Moi, je suis originaire de Madagascar, mais j'ai eu aussi la chance de grandir sur l'île de la Réunion. Donc, effectivement, je connais un petit peu les îles de l'océan Indien. J'ai un parcours qui est classique à la base, donc dans l'assurance, puisque je travaillais dans la finance pendant plus de 18 ans, avant d'en faire une reconversion professionnelle en 2017 vers la cuisine, qui est ma grande passion. Et donc, j'ai passé mon CAP cuisine via la formation adulte, le Greta, et c'est ce qui m'a permis de rencontrer des chefs qui sont mes pairs du métier aujourd'hui. Et donc, je me suis lancée depuis que j'ai obtenu mon CAP en tant qu'indépendante, en tant que traiteur événementiel. Donc, je suis sur les événements comme le Village international de la gastronomie ou autres qui se passent en France. Et notamment, je suis aussi chef privé et depuis peu de temps porteur de projet que ça tient vraiment à cœur de faire émerger justement la gastronomie africaine et notamment la gastronomie aussi de Madagascar dans cela. D'accord, c'est génial. Donc, j'ai vu que vous avez plein de projets, notamment le dernier, c'est que vous avez participé au concours de la Best Chef culinaria. Africa. Best Chef Africa, pardon. Et je veux savoir si vous pouvez nous raconter un petit peu votre expérience de concours, des concours un peu, enfin, j'allais dire africains en fait, organisés par des Africains, avec des Africains. Parler un peu de votre expérience.
Alors, c'est une expérience qui m'a beaucoup plu dans le sens où je suis allée donc à la rencontre d'autres chefs africains qui exercent donc sur le territoire français. Je pense que c'est important d'aller vers eux parce que c'est ce qui permet de connaître un petit peu où est-ce qu'on en est, comment on vit notre intégration ici et comment on exerce notre métier tout en faisant la promotion de nos propres pays, donc, et notamment l'Afrique au sein de la France. Donc ça, pour moi, c'était important. C'est pour ça que j'ai tenu à participer à ce concours pour mettre en lumière et valoriser tout cela. Les rencontres, bon, ça va aboutir sur d'autres projets en commun qui commencent à se construire petit à petit. Donc, le but, c'était de créer une synergie suite à ça, à la rencontre de ces chefs. Maintenant, on sait, je pense qu'on a une prise de conscience générale sur l'importance de mettre en avant cette gastronomie africaine qui a réellement une envie de prendre la parole, de s'exprimer, que ce soit des femmes ou des hommes chefs, que ce soit les anciens ou les nouveaux. Les nouveaux, justement, c'est ceux que je rencontre. Ils ont vraiment ce désir de s'exprimer et d'affirmer leur identité. Je trouve ça super important. Donc, voilà à peu près ce qu'on dégage, en fait, de cette expérience. Et il y a tout un travail encore à faire derrière pour aboutir à quelque chose. D'accord. Et alors, est-ce que, du coup, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que ça a été peut-être toujours un rêve de faire un concours de cuisine? Ou est-ce que c'est quelque chose vraiment dans lequel vous êtes rentré à la découverte ou vous vous êtes dit, quand vous avez commencé, vous vous êtes dit, ah, un jour, j'aimerais bien finir Alors, moi, j'ai jamais demi-finaliste fait ou de concours de finaliste cuisine. Alors, moi, j'ai jamais fait de concours de cuisine et je n'ai pas pour ambition d'en faire personnellement, puisque moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment de faire la promotion de mon pays et de faire la promotion de l'Afrique, en fait, à l'international. Et en fait, quand l'opportunité s'est présentée, bah, le plus important pour moi, c'était déjà de participer, de faire connaître déjà la gastronomie malagasy vis-à-vis du continent africain en lui-même, dont on fait partie, parce que c'est effectivement, on ne connaît pas trop, et de savoir aussi quelles sont les similitudes et quels sont les axes de progression qu'on peut apporter. Après, au niveau de concours en lui-même, je pense qu'il faut un début à tout. Ce fut un premier en France, celui-là, et il était important d'y être tout simplement pour justement passer ces messages qui sont pour moi assez forts à mes yeux de cette richesse et de cette diversité de la gastronomie africaine et aussi de mettre en avant le savoir-faire de tous ces différents candidats dont j'en faisais partie. Voilà. Pour moi, c'était l'objectif principal. Chef Aïna, vous êtes… Oui. En fait, ça fait quand même quelques temps que vous êtes en France. Excusez-moi, ma bande passante n'est pas très bonne depuis, depuis chez moi, donc ça peut un peu… Donc, ça fait quelques temps que Oui, vous êtes… je vous entends. Ça fait quand même… c'est-à-dire que… Parfois un peu coupé, mais j'entends quand même. Ah, d'accord. Vous vous sentez quoi? Malgache? Je crois que c'est coupé. euh, C'est un peu coupé, donc je n'ai pas entendu français. Vous vous sentez malgache ou française? Et quelle a part, en fait, le côté… C'est-à-dire que vous êtes 50% malgache, 50% française ou comment vous vous sentez, en fait? Est-ce qu'il y a un pourcentage? Alors, ce n'est pas une question… Moi, je suis 100%… Si on regarde mon origine de père et mère malgache, donc je suis malgache à 100%. Maintenant, j'ai eu la chance de grandir notamment dans les Outre-mer et aussi en métropole. Donc, mon identité en tant que malgache, elle est très importante pour moi. Mais je fais partie de ces nouvelles générations où j'assume complètement ma double culture, c'est-à-dire à la fois malgache et française. Et donc, comme je dis toujours, la cuisine correspond à notre propre histoire. Donc, dans ma cuisine, j'assume effectivement mon identité africaine malgache et mon identité, le fait que j'ai grandi, que j'ai appris en France. Quand vous avez tout quitté pour faire, vous m'entendez? Oui, oui. Pour faire la reconversion, est-ce que c'était aussi pour ça, parce que vous avez cette envie de transmission, de partage, de faire connaître Madagascar, de faire découvrir au monde Madagascar, c'était ça aussi votre motivation? Exactement. Est-ce que c'est un peu assuré? Chef Alison, je vous entends. Oui, moi je vous entends. Moi, je vous entends très bien.
Très bien. Oui, effectivement, oui, cette envie de… Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des chefs dans mon parcours qui m'ont appris l'essentiel de ce métier. Et pour moi, aujourd'hui, l'essentiel de ce métier en tant que chef cuisinier, c'est l'envie de transmettre, de partager et aussi de garder toujours cette passion. Donc, ce sont on va dire, mes trois ingrédients principaux dans ce métier. L'envie de transmettre, elle représente beaucoup à mieux, aussi bien à travers les nouvelles générations et aussi bien dans le sens où aujourd'hui la gastronomie africaine en elle-même et notamment la gastronomie malagasy, il n'y a pas vraiment de transcription dans cette transmission. Et je trouve que c'est vraiment très important de le souligner et d'apporter des axes d'amélioration parce qu'il y a tout à faire encore dans ce sens-là. C'est le cheval donc ça de bataille fait partie de mes combats. Oui. La transcription. Oui, donc il faut écrire, écrire les recettes. Il faut effectivement commencer par écrire les recettes. Déjà, de par notre métier, on se professionnalise aujourd'hui parce que la gastronomie française, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, par exemple, parce qu'il y a une structure, parce que c'est codifié et c'est parce que c'est transmis et transcrit. Donc, ça, ce sont des bases qui pour moi, j'estime, doivent être communes si on veut faire une transmission du savoir-faire, de ce beau patrimoine culinaire que l'Afrique a. Et aujourd'hui, on est plus basé sur une transmission orale qu'une transcription par l'écrit. Voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment un réel travail à faire. Est-ce que pour une transcription comme celle-là, il faut aller sur place à Madagascar pour récolter toutes ces recettes? Parce que… est-ce que… Vous m'entendez? Excusez-moi. Oui. Allez-y, votre question. La question, c'est est-ce que pour faire cette transcription, il faut aller sur Madagascar? Oui. Est-ce qu'il faut aller sur Madagascar pour récolter toutes ces recettes? J'entends bien. Alors, je ne sais pas si moi, vous m'entendez un peu mieux. Je peux répéter la question? Oui, j'entends, Alison. OK. Alors, il demandait si, est-ce que pour justement faire cette transcription-là, il faut aller à Madagascar directement pour avoir les recettes? Exactement. Alors, le Covid est passé par là, donc mes projets sur Madagascar sont en stand-by. Mais pour moi, il est vraiment primordial, voire vital, en tant que chef cuisinier aujourd'hui, situé hors du territoire, de justement faire ce retour aux sources pour permettre justement d'aller à la recherche de tous ces éléments qui me semblent vraiment essentiels aujourd'hui pour faire la transcription. Je peux faire la transcription de mes recettes, de ce qu'on m'a transmis, mais je ne peux pas faire une transcription sur la gastronomie malgache en elle-même sans aller au plus profond, c'est-à-dire des différentes régions, sans aller à la rencontre des différentes ethnies et sans structurer et codifier tout ça. Il y a un réel travail à faire dans ce sens-là sur le terrain et ça fait partie de mes projets, mon cheval de bataille sur 2022 et 2023. D'accord. Et donc, en fait, moi, je voulais savoir, parce qu'aujourd'hui, vous avez une multitude de projets, vous avez plein de casquettes. Et en fait, à quel moment… Vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, je disais, donc aujourd'hui, vous avez une multitude de casquettes et plusieurs projets. Donc, en fait, je voudrais savoir comment est-ce que vous faites pour allier tout ça avec, du coup, le but qu'on a aujourd'hui en commun, qui est de faire connaître les cuisines africaines, en particulier la cuisine malgache. Pour faire vous m'avez entendu. Oui. Comment faire connaître la cuisine malgache à l'Afrique? C'est simple. Par le biais de mon activité, je fais principalement la promotion de Madagascar. Et en faisant la promotion de Madagascar à travers les recettes, à travers les produits que j'utilise, en fait, c'est de cette façon que je fais connaître mon pays à l'international, aussi bien au sein de l'Afrique qu'à l'international. Donc, ça, c'est important. La deuxième casquette, c'est travailler cette axe. Et là, je dirais aussi, le Covid y a contribué énormément parce que ça a permis de vraiment se mettre en réflexion et de savoir qu'est-ce qu'on a
qu'est-ce qu'on n'a pas et vers quoi on tend. Et donc, l'activité du chef, pour moi, aujourd'hui, il y a plusieurs casquettes, évidemment, parce que non seulement à travers la cuisine que je fais vis-à-vis de mes clients, des entreprises, des particuliers ou associatifs, concernant donc une proposition de voyage culinaire sur Madagascar, eh bien, il y a la casquette également aussi sur la transmission du savoir-faire via les ateliers culinaires, la transmission de savoir-faire et le partage d'expériences via tout ce qui est conférences et autres. Donc, ça fait partie des casquettes que j'exploite beaucoup aujourd'hui pour parler, pour partager et pour aller aussi chercher les expertises que moi, je n'ai pas pour pouvoir avancer dans mon projet. Je pense que c'est important tout ça aujourd'hui dans le cadre de mon activité. Ces casquettes-là sont vraiment importantes parce que c'est ce qui va me permettre d'avoir des éléments qui vont me faire avancer et aller vers cet objectif final. D'accord, ok. Donc, chef Anna, quand je vous ai contacté, je vous ai proposé plusieurs sujets et vous avez choisi Afrique, Madagascar, comment travailler ensemble. Comment vous voyez ce travail ensemble, hein? C'est-à-dire, parce qu'ensemble, ça va au-delà de votre projet à vous. Quelles sont les pistes pour que l'Afrique, au sens large avec Madagascar… Alors, Francis voulait savoir, quand il vous a contacté, il vous a posé… vous m'entendez, Aïna? C'est super assuré pour Francis, donc je ne l'entends pas, quasiment pas. Je répète sa question. Il disait que quand il vous a contacté avec plusieurs sujets, vous avez choisi le sujet Afrique-Madagascar, comment travailler ensemble. Donc, il voudrait savoir quelle est votre vision justement de ce travailler ensemble-là et qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler ensemble. Alors, ma vision… Oui, tout à fait. Alors, pour moi, c'est important de travailler ensemble. Quelle est ma vision? Ma vision, elle est simple. C'est d'abord par une première étape qui est le recueil dans chaque pays. Donc, c'est ce que moi, je commence déjà à faire sur Madagascar, de tous les éléments qui pourront nous permettre de structurer et de codifier cette gastronomie. À savoir que la gastronomie africaine, en fait, elle est, je dirais, atypique par rapport aux autres, notamment si on compare à la gastronomie française. Le mode de fonctionnement, aujourd'hui, la gastronomie africaine, elle est très diversifiée, elle est très riche en saveurs, et donc, je ne vois pas comment on peut calquer sur le modèle de la gastronomie française. Mais c'est là où c'est super important, justement, qu'on doit passer par la transmission. Notre identité africaine, qu'elle soit diversifiée d'un pays ou d'une région à une autre, l'accepter, cette diversité et cette richesse. Et à partir de là, je pense, on peut commencer à recueillir la spécificité, ce qui est atypique dans chaque pays, et c'est ce qui va nous permettre d'asseoir, on va dire, une base. Après, la deuxième étape, c'est de mettre en exergue les points communs, les valeurs communes à ces différents pays qui permettront justement de définir la gastronomie africaine. Pour moi, ce sont les deux étapes. Et ça nécessite un travail, une mutualisation des savoir-faire. Donc, quand j'entends mutualisation des savoir-faire, c'est aussi bien les chefs, c'est aussi bien les historiens, c'est aussi bien les écoles, c'est aussi bien tout ce qui est autour du tourisme, tout ce qui est associatif et bien évidemment, si on veut vraiment construire quelque chose en commun, il faut que chaque pays puisse y réfléchir à ça pour ensuite s'asseoir autour d'une table et avec les différents experts, justement, commencer à structurer, à construire quelque chose. D'accord. Okay. Oui, ça y est. Alors c'est ma vision. Oui. C'est ma vision, encore une fois, mais je pense que c'est essentiel de passer par cette base-là, si on veut vraiment asseoir quelque chose et avoir une base solide. Et comme elle n'est pas transcrite, je pense qu'il faut le faire. D'accord. Mais dans la pratique, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de vraiment faisable, en fait? Parce que, comme vous dites, la gastronomie française, c'est juste la France, mais africaine, on a vraiment 54 pays, quoi.
Donc, comment faire? Et puis, on a des pays anglophones, des pays francophones, on a l'Est, on a l'Ouest. C'est vraiment une grande... l'écart, il est grand, en fait, entre certains pays. Ah, alors, l'écart est grand entre certains pays, tandis que d'autres, par exemple en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de plats et de cultures culinaires communes. Mais avec l'Afrique centrale, par exemple, ça va être un écart quand même un peu important. Donc, comment dans les faits, comment vraiment faire ça, en fait? Et du coup, déjà, cette différence entre Africains, et puis après, maintenant, quand on veut vraiment intégrer Madagascar à tout ça, ça fait quand même un gros challenge. Je vois le fait que l'Afrique soit grand, qu'il est composé de différentes régions, de nombreuses régions, je le vois plus comme un avantage, comme des points. Après, le plus difficile dans la pratique, c'était effectivement de pouvoir s'unir, parce que là, on voit aujourd'hui, on a beaucoup de plateformes qui existent et qui, via les conférences et autres, en fait, effectivement, on en tire beaucoup de réflexions et on commence à mettre beaucoup de points en exerce. Donc, il y a une réelle prise de conscience et une vraie prise de parole. Dans la pratique, pour vraiment aller de l'avant, je pense qu'à un moment donné, à un instant T, il faut effectivement se mettre autour d'une table et que dans les différents pays où nous nous trouvons, nous mettons en avant notre région, mais aussi les produits qu'on utilise et les personnes qui sont concernées. À partir de là, je pense on peut arriver à quelque chose de construit, parce qu'aujourd'hui, on est des chefs, mais on travaille un peu tous, chacun dans notre coin, entre guillemets, et on commence à vouloir faire des choses ensemble. Mais le temps nous presse aussi parce qu'il y a beaucoup de travail, mais il y a beaucoup d'intérêt sur l'Afrique aujourd'hui et je pense qu'il est important vraiment qu'on accélère et qu'on puisse mettre en place ces bases-là. La pratique aujourd'hui, ce qui m'a permis d'avancer sur ce côté-là, c'est vraiment à travers ma cuisine, de faire la promotion de mon pays. Et je pense que ça passe essentiellement par ça et il ne faut pas avoir de complexe à utiliser les produits de nos pays. Après, il y a encore une problématique qui se pose pour continuer dans ce sens-là, enfin dans la pratique encore une fois, c'est que dans certains pays, c'est difficile d'avoir la traçabilité au niveau des produits qu'on utilise. Et aujourd'hui, si on n'a pas cette traçabilité-là en tant que professionnel, c'est très compliqué de les mettre en avant. D'accord. Et aujourd'hui, quel système vous avez pour justement utiliser ces produits malgaches en France, je veux dire? Moi, aujourd'hui, je noue des partenariats, donc, notamment concernant le cacao, le chocolat, la vanille, les épices et également le caviar. Je travaille avec des professionnels qui ont une traçabilité et qui sont aussi sur des appellations. Voilà, donc ça, c'est super important. Après, ça a un coût, évidemment, mais après, c'est une question de négociation, de partenariat donc avec ces entreprises-là. Moi, ce qui m'apporte aujourd'hui, c'est le choix de ces entreprises-là. Je les base sur le fait que ce sont des produits qui ont du sens. Ce que j'appelle produits qui ont du sens, c'est des produits qui se soucient à la fois de l'économie qui est au pays, qui se soucie de la promotion de Madagascar à l'extérieur et qui se soucie également aussi de l'impact social sur ceux qui sont à Madagascar. Et à partir de là, je travaille avec eux. Ça, c'est les conditions que moi j'aimais pour pouvoir travailler avec une entreprise et mettre en valeur leurs produits. Évidemment, la traçabilité, elle est importante parce que s'ils ont vocation à promouvoir les produits à l'international, ils n'ont pas le choix que d'avoir cette traçabilité. Après, c'est une négociation, il faut que tout le monde joue le jeu. C'est-à-dire que les entreprises jouent le jeu, mettent en avant les petits producteurs également. Les entreprises jouent le jeu sur place là-bas et les entreprises jouent le jeu ici aussi, c'est-à-dire vous accompagnent, vous soutiennent pour continuer à le faire parce que ce n'est pas évident du tout de le faire parce que, comme je dis, ça a un coût. Et il faut aussi, quand on est à l'étranger comme moi, il faut aussi trouver le juste milieu entre faire la promotion de son pays, utiliser ces produits-là et travailler avec les produits de sa région aussi, parce qu'on est aussi dans
dans un développement plus durable. Donc ça aussi, c'est un exercice qui n'est pas simple à faire, de garder son identité, de faire la promotion de son pays à travers les produits du pays, mais aussi de faire la promotion de la région dans laquelle on habite. Et on ne peut pas le faire si on n'assume pas cette culture-là. Mais en effet, mais ça doit être difficile pour un chef qui fait de la cuisine malgache ou malagasy, qui fait de la cuisine malagasy, d'en faire à Paris, alors que les produits sont à 12 000 kilomètres. Et d'être rentable, c'est-à-dire pas d'être rentable, mais d'être abordable. Comment vous faites? Parce que est-ce que vous avez facilement ces produits? Et donc, vous devez vous adapter à votre environnement et finalement, vous vous éloignez un peu de la source. Alors, géographiquement, c'est sûr que on est très loin, comme vous dites, et qu'effectivement, ça a un coût. Et même en termes de l'environnement aussi, ça a aussi un impact. Et c'est ce pari-là qui est à faire, c'est-à-dire c'est de trouver le juste milieu entre les deux. Je vous donne un exemple. Si moi, je vais utiliser de la vanille dans ma recette, donc j'ai noué un partenariat avec un fournisseur de vanille. Ce partenariat-là, c'est que je ne vais pas acheter de plein pot tout ce que je prends chez lui, puisque la contrepartie, et c'est là aussi le métier de chef actuel, en fait, prend un autre volet, c'est-à-dire c'est d'être un chef qui véhicule une image de son pays, qui fait la promotion de son pays, mais mon image est aussi utilisée pour faire la promotion de ces produits et donc entre autres les entreprises. Donc c'est un bon deal en fait entre le chef et l'entreprise en question qui commercialise ces produits, pour pouvoir avancer ensemble et avoir le même objectif. Donc, c'est sûr, il ne va pas gagner plein pot avec moi, c'est sûr, je ne vais pas gagner plein pot aussi, mais trouver un juste milieu qui permet à l'un et l'autre de continuer à faire ce travail-là. Et c'est ça qui n'est pas toujours évident, en fait. Allô? Pardon, j'avais coupé mon micro, je parlais, j'avais coupé mon micro. Voilà. Oui. Oui. Ah, alors, il y a Chef Katia qui nous rejoint. Bonjour, Chef Katia. Bonjour, Chef Amada. Bonjour, Ursula. Bonjour, Chef Amada. Alors, moi, j'ai une question un peu spécifique. Il y a 2 ou 3 ans, il y a un jeune homme qui faisait un concours, qui voulait participer à Top Chef. Donc, il a utilisé du bread Mafan. Et en fait, alors moi, j'ai découvert le bread par mes tantes qui ont aujourd'hui 80 ans, qui dans leur jeunesse en mangeaient, qui justement apprécient ce côté-là où on perd un peu, ce côté un peu âpre sur la bouche, où on dit qu'on perd un peu le goût. Donc justement, à la télé, c'était avec le chef Etchebest, donc qui goûte le plat et qui est surpris par ce goût de bread. Et du coup, ça passe pas en fait, parce qu'il l'émission même s'arrête parce qu'il a l'impression d'avoir perdu le goût, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et en fait, je voudrais savoir, est-ce que c'est pas quelque chose qui est un désavantage, parce que je me dis, quand on sait le préparer, on sait comment prévenir les gens, on sait peut-être comment avertir, comment adoucir le goût. Est-ce que c'est pas justement le fait que ce produit soit accessible sans qu'on ait forcément la connaissance du produit, est-ce que c'est pas un désavantage et qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour pallier à ce genre d'inconvénients en fait? Alors, effectivement, comme tu l'as bien dit, Alison, c'est que préparer la personne qui va déguster, donc c'est valable pour un concours, c'est valable dans un restaurant. C'est-à-dire, moi, quand je le fais, par exemple, je vais prendre l'exemple, c'est que je m'amuse vraiment avec. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de participer à For the Love of Food sur Paris, où on va à la découverte de Madagascar, notamment, mais d'autres pays aussi. Et donc, la cuisine, elle est ouverte. J'ai mon bread mafan, donc le brut. A été juste bouilli et j'ai mon plat qui avait été conçu avec. Et là, ce jour-là, j'avais fait du roumazav au moule de bouchou AOP, histoire d'allier un petit peu les produits qu'on demande de mettre en valeur et notamment le plat malgache. Donc,
quand les gens viennent me voir, je présente donc Madagascar, je présente donc le plat traditionnel qui est le roumazav, j'explique pourquoi j'ai choisi le moule de Bouchot AOP dedans pour mettre en valeur justement cette région et utiliser aussi des produits qui étaient de saison. D'accord. Et en même temps, la spécificité de mon plat, c'est ce fameux bread mafan pour le roumazav. Le roumazav que les Malgaches connaissent et d'autres parce que c'est quand on y goûte, on ne peut pas l'oublier en fait. C'est tellement, ça marque qu'on ne peut pas l'oublier. Et donc, j'explique aussi que la spécificité de ce plat, c'est justement ce bread mafan là. Et j'explique, je joue avec les gens en demandant. Commencez par constater la première saveur que vous avez en bouche. Qu'est-ce que vous ressentez? Et au fur et à mesure, ça monte crescendo. C'est vraiment la spécificité de bread mafan pour en parler. Et donc, les gens jouent le jeu, en fait. Ils sont curieux de découvrir parce qu'ils sont vraiment dans cet état d'esprit où ils sont là à la découverte de quelque chose. Il faut avoir cet état d'esprit-là, en fait. Et à partir de là, une fois qu'ils ont fait le pas de goûter le plat en lui-même, je leur dis, ben voilà, maintenant, je vais vous le faire goûter, mais vraiment pur, quoi, en fait. Donc, je les prépare, en fait. Donc, l'application, je trouve qu'elle est super importante pour permettre justement d'amener les gens petit à petit. Mais cette découverte-là, il ne faut pas avoir un frein par rapport à le fait qu'on a des produits qui sont atypiques en Afrique, parce que, au contraire, il faut le fait que ça soit atypique, le fait que ça soit unique, bah, il faut avoir la fierté de se dire, bah, voilà, c'est quelque chose de spécial que vous n'aurez pas ailleurs et je vous le fais goûter et je vous l'explique et je vous explique l'histoire. Quand je parle de cette transcription où ça nécessite un travail accompagné d'un historien, je trouve ça vraiment important parce que les produits, en fait, font de l'histoire des régions, de ceux qui l'exploitent, vont avoir cette histoire-là, elle est importante. Et aujourd'hui, on ne peut pas ne pas construire avec ça. Après, quand on parle des concours, notamment, ben, là, vous avez cité, pour citer ces top chefs, ce qu'il faut savoir, c'est que la gastronomie française, tout ce qui est épicé, tout ce qui est pimenté, tout ce qui est un petit peu fort, ben, ça ne rentre pas dans les codes. Comme moi, dans les codes, c'est ça. Voilà, dans les codes. Donc, il faut y aller, mais petit à petit. N'en mettre pas une bonne... Même si chez nous, on le mange avec beaucoup plus fort. Voilà. Donc, ça, il faut aussi l'expliquer aux gens qui mangent parce que c'est pas une clientèle qui est diversifiée. La plupart, ce sont des Occidentaux. Et ben, il faudra peut-être pas trop surdoser. Et c'est pour ça que je joue le jeu. Vous pouvez le goûter brut si vous le souhaitez. Parce que chez nous, on le mange vraiment comme ça. Voilà. Donc, cette communication, elle est super importante. Les explications sont super importantes. Et il ne faut pas... Je ne m'arrête pas au complexe. Moi, je le considère comme une richesse, en fait. D'accord. Chef Aïna, vous êtes chef événementiel, chef à domicile. Mais pourquoi moi, on ne m'entend pas? Pose ta question, Francis, et puis je répéterai. Pas te parler. Non, c'est parce que je suis un homme, c'est ça. Donc, vous êtes chef à domicile et en fait, vous n'avez pas de restaurant pour l'instant. Est-ce que vous n'avez pas un restaurant? Je vous explique. C'est un choix. C'est un choix. Vous savez pourquoi un choix? Parce qu'en commençant ce métier, en fait, j'ai fait le choix d'avoir une liberté d'entreprendre. Cette liberté, elle est très importante à mes yeux et cette liberté, j'estime, moi, que quand je suis coincée entre quatre murs dans un restaurant, je n'ai pas la liberté de pouvoir participer à des grands événements internationaux pour faire la promotion de mon pays et c'est un frein. Parce que ça nécessite beaucoup d'organisation et ça nécessite beaucoup de choses. Et le fait d'être libre avec les différentes casquettes me permet justement de continuer à faire cette promotion-là dans différents événements vis-à-vis des particuliers, vis-à-vis des écoles. Je participe à la semaine du goût, notamment pour apprendre aux enfants quelles sont les épices, quels sont les gingembre, c'est quoi la vanille, c'est quoi les produits de Madagascar. Cette jeune génération, en fait, elle est importante aujourd'hui parce que c'est nos clients de demain. Et elle est, je dirais, il y a un vrai melting pot.
Et donc, c'est une clientèle qui est composée aussi d'origine africaine comme d'origine d'autres continents que l'Europe. Et donc, il est important de les faire connaître. Et ça commence dès le plus bas âge. Donc, effectivement, si je suis coincée dans un restaurant, je ne peux pas faire ces événements-là et je ne peux pas travailler aussi sur les projets qui me tiennent à cœur sur cette émergence de l'Afrique, cette transcription qui nécessite un vrai travail de fond. D'accord. Et est-ce que vous vous êtes du coup déjà rapproché de certains chefs africains pour faire des visites dans ça? Est-ce que vous vous êtes déjà rapproché de chefs africains pour visiter justement certains pays d'Afrique, pour voir aussi du coup les différents produits, les cultures? Vous m'entendez pas? Oui, je me rapproche de plus en plus de beaucoup de chefs africains. Et le travail qui serait très, très bien à faire, c'est effectivement de trouver les produits communs qu'on a pour justement en rendre compte et mettre encore plus en exerce cette diversité qu'on a. On utilise chez nous, par exemple, le raftout, qui est la feuille de manioc pilée, mais on l'utilise aussi en Afrique. On le cuisine différemment. Donc ça, ce sont des vraies richesses qui correspondent à notre propre histoire à chacun. Donc oui, et justement, il y a un projet qui commence là incessamment sous peu, c'est-à-dire à la rencontre de l'Afrique en France, puisque coincé par le Covid, il faut bien que je commence quelque part pour cette rencontre de l'Afrique. Et donc, je vais commencer par rencontrer l'Afrique en France et je vais donc être en immersion totale, accompagnée de la chef Asma de la table d'Asma, donc du Maroc. On va y aller donc à deux pour aller à la rencontre des chefs africains en France, justement, être en immersion totale pour découvrir comment ils travaillent dans leur milieu, comment ils font la promotion de leur pays et comment ils travaillent avec les producteurs locaux aussi pour mettre en avant ces régions-là. Je pense que c'est de cette façon-là qu'on peut continuer à avancer ensemble et partager les mêmes visions et mettre nos expertises en commun. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous citer… Aller vers l'autre. Chef Aïna, est-ce que vous pouvez nous citer 3 chefs… Bon, c'est une question un peu piège, hein, désolé. Est-ce que vous pouvez nous citer 3 chefs africains avec qui vous êtes en contact? Et pas des chefs comme ça que vous connaissez, mais avec des chefs Alors, avec j'ai qui entendu vous que êtes vous pouvez vraiment nous citer 3 chefs africains. Oui, 3 chefs africains avec qui vous êtes en contact et 3 chefs malgaches. D'accord. La chef Anto, le chef Raoul Colli, le chef Lalana l'Artistica sur Madagascar, bien évidemment, le chef Amada, qui est parmi nous, Katia, qui est parmi nous aussi, donc le côté bien évidemment. Envolée gourmande, Nathalie, que j'adore parce qu'elle fait un réel travail de fond sur tous les tubercules, sur toutes les farines. Avec une créativité époustouflante. Et puis, notamment aussi, je vais à la rencontre des chefs qu'on ne connaît pas forcément. Donc, j'en ai connu via Best Chef Africa. Et il y en a encore d'autres, sans doute, que je vais encore rencontrer sur mon chemin. Donc, oui, je vais à la rencontre des chefs. Excusez-moi encore, mais il me manquait des chefs malgaches. Elle en a cité un, il en reste 2. Oui, elle n'en a cité qu'un seul. Mais, pardon? De Madagascar? Oui, de Madagascar. Je ne vous entends pas. Il vous demandait 3 chefs si vous pouvez citer 3 chefs de Madagascar. J'en ai cité 3. Vous en avez cité un, il en reste 2. Il en reste 2. 2 chefs de Madagascar. Il demande des chefs de Madagascar. Des chefs Malagasy, en fait. Ah, moi aussi, vous ne m'entendez pas? Chef Lalana l'Artistica. Donc, chef Lalana l'Artistica avec qui je suis en contact. Le chef Ranja, qui est un jeune chef donc, qui est aussi un vrai entrepreneur. Et également, il y a des jeunes chefs malgaches, enfin, en tout cas métis malgaches, qui est sur l'île de la Réunion aussi. Voilà, donc il y a pas mal de chefs malgaches qui sont vraiment en vogue et j'ai des contacts aussi avec des chefs qui exercent le métier à Madagascar depuis un certain temps et en fait ils sont un petit peu dans l'ombre, mais pourtant qui font énormément de choses et qui commencent à se mettre en relation avec moi, notamment pour échanger justement sur comment faire valoir ce patrimoine culinaire de Madagascar et comment donc au sein de cette Afrique.
Et ça, je trouve Alors, ça très intéressant. alors aujourd'hui, concrètement, si moi je suis pendant disons que c'est les périodes de Noël et que moi je voudrais acheter du caviar de Madagascar, comment est-ce qu'on fait? Au lieu d'aller acheter du caviar qui vient de France, qui coûte super cher et tout ça, il y a du caviar à Madagascar. Comment est-ce qu'on fait pour en avoir? Comment est-ce qu'on fait pour… Ben, la spécificité des entreprises avec lesquelles je travaille ou quand je parle de traçabilité, c'est des entreprises que vous pouvez trouver en France et que donc vous pouvez trouver les produits en France. Donc vous avez Non, des mais choix qui est aujourd'hui en très, Côte très bien. d'Ivoire plutôt. Plus en Afrique, en fait, je veux dire. Si justement on En veut Côte avoir ces d'Ivoire, produits-là en Afrique. eh ben, vous savez que comment dirais-je, tout ce qui est en ligne existe et donc vous pouvez commander en ligne et donc vous faire livrer. D'accord, ok. Donc c'est ok, Voilà. d'accord. Les Mais produits existent tous en ligne aujourd'hui. Donc, l'avantage, le multimédia aujourd'hui est vraiment très important parce que ces produits-là, vous pouvez les trouver en ligne et donc vous pouvez les commander. Après, le temps et le coût, c'est une autre chose par rapport au transport, mais en tout cas, C'est ça. la possibilité d'en avoir. D'accord, ok. Très bien. Bon, il nous reste 20 minutes, donc on va passer aux questions du public. Il me semble que Chef Amalia voulait intervenir. Il y avait une question du chef Amada. Ah. Voilà, c'est ça. Oui. Est-ce qu'il ne faudrait pas amener les chefs à apprendre la cuisine malgache pour favoriser la promotion de cette Union Afrique? Ah, donc, c'est formation, échange, en fait. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et quand je vous dis que quand je vais à la rencontre de l'Afrique en France, je débute ça. Bonjour, chef Amada. Bonjour, bonjour. Voilà. Quand je dis que je vais à la rencontre du chef africain en France, c'est justement un vrai échange puisqu'on va faire donc une cuisine à 6 mains, là, entre autres, puisqu'on sera 3 chefs. Donc, ça sera une cuisine à 6 mains où justement, on va apprendre à découvrir la cuisine de l'une et de l'autre. Chef Amada? Allô? Oui, je suis là. Je vais vous demander juste une petite seconde. Techniquement, je vais essayer de boucher. Chef Amada, mais vous pouvez déjà poser votre question hein, avec votre beau t-shirt jaune. Il n'y a rien dans la jalousie. Non, mais c'était ma question parce que c'est vrai que dans les différents échanges, on se rend compte qu'il y a des cuisines qui sont plutôt méconnues. Et Oui. moi, je sais que pour ma part, bon, par exemple, voilà, je suis amené à travailler avec la sauce graine ou la tchéké, ou là, actuellement, on a la sauce Mafane, justement, à la carte, là, à Genève. Et voilà, et je me dis, c'est vrai que comme dans l'esprit de la gastronomie française, où la plupart des chefs, finalement, sont la promotion des produits de la France, ben, il faudrait que, en dehors du fait que chaque chef doit avoir cette maîtrise, cette connaissance de son territoire, mais les autres chefs, en fait, doivent aussi avoir cette connaissance des autres territoires pour pouvoir en jouer la promotion. Exactement. Parce que sinon, en fait, on ne peut pas étendre. Aujourd'hui, la tchéké, n'importe quel chef africain, aujourd'hui, en fait la promotion. Ou le tchèp, par exemple. Donc, il faudrait qu'on arrive à ça sur les autres matières. Par exemple, si, je veux dire, la cuisine comorienne, mis à part moi, je ne dois pas être le seul chef. On doit avoir d'autres chefs de d'autres communautés qui puissent parler de la cuisine comorienne ailleurs. C'est ça. C'est exactement ça. Je trouve que l'essentiel, ça commence par ce partage de savoir-faire et que pour prétendre de faire la promotion de la gastronomie africaine, effectivement, il est essentiel qu'on connaisse les uns et les autres entre nous déjà ce que font, quelles sont les spécificités de chaque pays et qu'on puisse travailler et échanger sur ces bases-là. J'espère que vous avez autre chose que la tchéké en Côte d'Ivoire. Oui, c'est de la provocation gratuite. On vous attend à Abidjan et puis vous allez dire ça devant les Ivoiriens tranquillement. Pardon. Donc finalement… Il ne faut pas me mettre dans des problèmes. Dans le même esprit, il y a Ursula Médaille qui disait qu'elle pense que justement, entre chefs, on devrait se retrouver de temps en temps
Et dans oui, une cuisine, de ça physiquement, et puis faire des recettes ensemble, élaborer des recettes. Et je pense que c'est quelque chose, c'est une très bonne idée en fait. Parce que c'est une sinon, il n'y a pas de, pour la transmission, on est obligé. Parce que Amada peut écrire une recette que je ne vais pas forcément faire de la façon dont elle doit être faite parce que c'est écrit et que je n'ai pas vu comment il faut faire. Et pareil pour Chef Bien Aïna en sûr, fait. ouais. Mm. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est ça aussi que c'est important dans la transcription qu'on puisse apporter des dérivés. Vous savez, quand vous regardez le référentiel de la cuisine française, Française, ouais. vous avez des dérivés. Et Mhm. effectivement, si on sait que tel produit, c'est un produit commun à combien de pays en Afrique, on a donc les différents dérivés. Donc, c'est important aussi de pouvoir l'écrire cela dans la transcription. Mhm. Complètement. Francis, pardon, je t'avais coupé la parole. Tu voulais dire quelque chose? Non, j'ai rien à dire. Je partage des livres sur la cuisine malgache pour ceux qui sont intéressés, hein. Oui. Les livres, vous pouvez les retrouver un peu partout. Il y a le livre Les mamas cuisinent le monde. Ça, c'est un livre que j'ai ramené de Paris là, et qui pèse 3 tonnes, Ouais. mais qui est très beau. Hein. Un très beau livre que je Il y a recommande. beaucoup de pays d'Afrique dedans, Oui. voilà, représentés par des mamas. Et c'est un début, on va dire, mais il devrait en avoir autant de livres comme ça sur toute l'Afrique. Et est-ce que, Oui, vas-y. alors, j'ai envie de savoir, est-ce que vous écrivez, Chef Aïna, est-ce que vous avez prévu de faire un livre à vous personnellement, en fait, avec toutes vos recettes? Est-ce que c'est quelque chose, c'est un projet, c'est quelque chose qui Oui, vous parle? 2022-2023. D'accord, d'accord. Ça fait beaucoup de projets. Hein. Mm. Vous êtes. Ah, mais on ne peut pas ne pas transcrire, c'est pas possible. Oui. Si on veut vraiment aller vers cette transmission, l'appliquer, ben, on est obligé de passer par la transcription. Donc, on est obligé à un moment donné d'écrire. Chef Aïna, est-ce que vous avez déjà été dans un pays africain autre que Madagascar? Malheureusement, non. Pas À mon grand encore, regret. pas Parce encore. que moi, voilà, exactement, pas encore. Ça ne saurait tarder. Un des premiers pays que j'irai sans doute, je pense que je commencerai par le Maroc et le Sénégal. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis à la fois aussi aujourd'hui présidente d'une association qui s'appelle Gratin d'Emploi et que nos actions futures, justement, c'est sur les pays africains, ça sera sur Madagascar, le Sénégal et le Maroc. Donc, forcément, ça va être de cet ordre-là. D'accord. Mais il y a Abidjan aussi, hein, la Côte d'Ivoire, on vous attend avec impatience. Hein. Ça peut être pour des vacances sans forcément les projets. Hein. Je ne peux pas ne pas allier les deux, hein, on va dire, puisque Oui, c'est vrai. étant donné qu'il y a des chefs qui sont fabuleux dans ces pays-là, je ne peux pas ne pas les voir. C'est vrai. Donc là, effectivement, ce qui serait bien, c'est de se retrouver en cuisine ensemble. Oui, effectivement. Est-ce L'invitation est lancée, en tout cas. Oui. J'ai une question. Est-ce que, bon, il y en a sûrement. Est-ce que vous connaissez des écoles de cuisine à Madagascar? Et est-ce que vous essayez de collaborer avec elles? Parce que même à distance, vous pouvez collaborer. Alors, ça, c'est la partie qui est très, très, très intéressante. Oui, il y a notamment Vatel. C'est important, je trouve, parce que cette transmission doit passer par cette jeunesse qui a soif d'apprendre, qui est passionnée et qui a envie, surtout dans un contexte politique économique comme Madagascar, et qui a envie à travers votre parcours, à travers vos projets, qui a envie de faire quelque chose pour leur pays aussi, à travers leur passion. Et donc, pour moi, c'est important aussi d'aller voir cette jeunesse-là. Aujourd'hui, j'ai la chance ici en France, et j'en fais l'expérience aujourd'hui, d'être appelée comme jury pour les examens de CAP, BEP, Bac Pro Cuisine. C'est très important parce que c'est à ce stade-là en fait, que vous voyez cette jeunesse qui découvre qu'ils ont une passion, qui ont envie d'en faire un métier, mais le parcours n'est pas simple. Il faut beaucoup d'abnégation, il faut beaucoup de passion et il faut beaucoup de travail. Et la valeur, les valeurs de ce métier, les plus importantes, je pense que c'est à travers les chefs qu'ils doivent connaître la réalité du terrain pour leur permettre d'avoir une visibilité sur ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, oui, évidemment que j'y ai pensé par rapport à Madagascar, mais pour l'instant, je vais dire que je me construis mon expérience
Justement, à travers, en tant que jury, notamment intervenir auprès des écoles. Et ensuite, évidemment, une collaboration avec les écoles, même à distance, est tout à fait envisageable. Mais est-ce que vous avez identifié des écoles de cuisine à Madagascar? Est-ce que vous les connaissez? Vous avez listé Oui, ça? Vatel. Oui, Vatel. Alors, quand on parle du chef Ranja, il est un peu, il est au sein de ces De Vatel, écoles-là, oui. et qui forment la jeunesse et qui a une vision très ouverte. Pour moi, c'est important, cette vision très ouverte, parce qu'elle fait partie de mon histoire et elle fait partie de ma cuisine. Et donc, effectivement, oui, ça fait partie des collaborations qui restent envisageables. Pour l'instant, mais il faut que j'aille à Madagascar pour ça. Oui, mais vous n'avez pas besoin d'être à Madagascar, vous pouvez le faire à distance, hein, en ligne. En ligne. Moi, ça fait plus de 20 ans que je ne suis pas allée à Madagascar. Pour moi, c'est important d'y aller vraiment d'abord pour justement me rendre compte de la différence de réalité que j'ai connue et aujourd'hui. Et c'est ainsi que je vais pouvoir ensuite mettre en place des collaborations. Pour moi, c'est important cette première étape, en tout cas en ce qui concerne Madagascar. D'accord. Donc, chef Aïna, vous avez des enfants, vous avez Oui. des enfants, mais est-ce Oui. qu'elle cuisine ou il cuisine? Parce que c'est pas seulement pour les garçons, pas seulement pour les filles. Pour les femmes. Est-ce qu'elles cuisinent la nourriture, la cuisine malgache? Est-ce qu'elles sont des expertes autant que leur mère? Alors, moi, comme je fais ce métier depuis 2017, Oui. je fais la cuisine malgache depuis toujours à la maison. Donc, moi, j'ai des grands épicuriens à la maison qui aiment manger la cuisine africaine et la cuisine malgache et la cuisine française. Asiatique aussi, ils aiment bien aussi. Je les apprends, ils voient, ils contribuent à ce que je fais de temps en temps. Mais aujourd'hui, en faire leur métier, pour l'instant, je ne vois pas. Parce qu'aujourd'hui, ils s'en rendent compte en fait de la difficulté de ce métier. Voilà, des difficultés qu'on rencontre dans ce métier et aussi le fait de me voir au quotidien. On va dire que mon métier aujourd'hui contribue à les faire connaître et comprendre qui est Madagascar, qu'est-ce qu'est la Madagascar, quelles sont les richesses de Madagascar et aussi l'Afrique à travers moi. Aujourd'hui, on en est à ce stade-là. C'est la transmission, même dans votre famille, en fait. Vous arrivez à travers la cuisine à leur faire connaître leurs origines. Exactement. C'est formidable. C'est formidable. Voilà. Mais tout passe par ça. Je vois que vous appartenez quand même à plusieurs organisations professionnelles. Par exemple, l'Organisation mondiale de la gastronomie où vous êtes ambassadrice. Mais qu'en est-il d'une association qui devrait réunir peut-être les chefs africains? Est-ce que c'est des choses pour lesquelles vous pourriez être intéressé? Vous voyez un intérêt en fait? Bien évidemment, le travail que j'effectue aujourd'hui, justement, l'expérience que j'ai aujourd'hui à travers les différentes associations me permettent effectivement d'avancer sur les projets parce que d'avoir un réel accompagnement et d'expertise. Mais dans cet objectif-là et dans cette vision-là, l'émergence donc de la gastronomie africaine, mais d'appartenir à une association aujourd'hui, si on regarde vraiment, est-ce qu'il existe une académie de cuisine africaine? On n'en a pas. Quand je vous parle de structure, c'est de ça dont il s'agit. Et si demain, effectivement, il existe une association, donc une académie culinaire d'Afrique, évidemment que je ferai tout pour y être. Parce que c'est là que tout doit être les projets, les bases, cette structure-là doit passer par là. Oui, pour asseoir, on va dire, le développement à l'international et mettre en place des bases dans le continent africain, je pense que c'est une nécessité, voire vitale aujourd'hui. C'est ce qui nous manque. D'accord. Mais Alison, on est arrivé quasiment à la fin. À la fin, je voudrais que chef Aïna nous dise s'il a des projets en cours, des choses telles une actualité à suivre.
Des projets sur 2021, pas sur 2022, mais sur 2021. 2021, je commence le 25-26 juin ma tournée en France pour aller à la rencontre des pays africains. Donc, je passe par le Moulin du Vanneau où je rencontre la chef Elisa qui est d'origine gabonaise et bordelaise, qui a choisi d'exercer son activité dans un cadre complètement atypique, donc à la ferme. Et donc, je vais à sa rencontre, comment elle met en valeur la cuisine africaine. D'accord. Et évidemment, oui, Ursula, Bordeaux fait partie de l'étape. Chef Aïna, est-ce que vous pourriez nous partager, est-ce que vous pourrez ensuite, quand on aura terminé, me partager cette actualité-là par email pour qu'on puisse la retranscrire sur notre site, le blog. Comme ça, que les gens puissent bien savoir évidemment. quand vous serez disponible à Bordeaux ou ailleurs. Alors, les étapes sont en train de se construire et il est prévu qu'il y ait 10 étapes, donc 10 régions différentes et donc 10 pays différents. Voilà. Donc, la première étape, c'est celle-ci. L'objectif, c'est d'en faire cette première étape comme un prototype pour ensuite aller à la rencontre des autres régions où effectivement cette cuisine africaine soit méconnue, mais qu'il y a un chef qui travaille et qui fait la promotion de son pays dans sa région. Et ce côté où on travaille également avec les producteurs locaux tout en mettant en valeur justement notre propre gastronomie, je trouve qu'elle est importante à mettre en exerce. D'accord. On est arrivé à la fin. Pardon, allez-y. Après, dans les actualités, je suis aussi beaucoup sollicitée par les entreprises pour intervenir dans le cadre d'un atelier culinaire sur le thème de Madagascar. Et notamment, je peux être amenée aussi à intervenir sur le thème de l'Afrique et de l'océan Indien. Donc, oui, je commence à être de plus en plus sollicitée aussi de ce côté-là parce que les gens ont envie d'évasion. Et donc, du coup, j'interviens aussi auprès des entreprises. D'accord. N'hésitez pas à nous partager chaque fois que vous avez une actualité croustillante comme ça, qu'on puisse la publier. Oui, tout à fait. Puis, Alison, je pense qu'on est à la fin. Il y a des choses encore, des questions, Alison, avant non, que je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Si on veut continuer, je pense qu'on va dépasser. On dépassera l'heure parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Chef Aïna, comme je disais au début. Donc, on va rester dans nos 1 heure. En tout cas, moi, je suis très contente d'avoir participé à ce webinaire aujourd'hui, d'être votre invité spécial aujourd'hui. C'est vraiment un honneur et un réel plaisir de parler de Madagascar et de l'Afrique et comment avancer ensemble. Écoutez, ça me tenait vraiment à cœur et ça me tient toujours à cœur. Ça fait partie de mes projets et j'espère qu'on continuera à partager autant et surtout un instant T qui sera marqué où on s'assoira autour d'une table et on démarre vraiment cette structure et ces bases-là parce qu'aujourd'hui, voilà, en tout cas, si quelqu'un a envie de me solliciter dans ce sens-là, je serais ravie d'y être parce que je trouve que c'est super important. D'accord. C'est génial tout ça. Nous, l'actualité aussi, c'est l'actualité de Ouj aussi. Le week-end prochain, samedi prochain, on a une conférence avec plusieurs chefs. Cette fois-ci, on sera la Caraïbe, parce qu'on a des chefs de Guyane, de Guadeloupe, d'Haïti, de La Réunion. Donc, ils seront plusieurs à venir. On aura le chef Katia Després aussi qui sera parmi nous. Donc, ça, c'est samedi prochain. Et ce sera une conférence de 2 heures cette fois-ci. Et puis aussi, écoutez, Ouj aussi a besoin de contributions de fonds, parce qu'il faut payer tout ce monde-là et ces journalistes qui travaillent pour nous. Donc, si vous pouvez contribuer et nous aider, il n'y a aucun souci. On a besoin de gens qui nous soutiennent pour qu'on puisse continuer et aller plus loin. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. Si le public, il y a encore une question, c'est le moment. Sinon, après, on va terminer notre webinaire. Oui. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de vous avoir chez Aïna. Et puis, comme on a dit avec Francis, l'invitation pour venir à Abidjan est lancée. Donc, voilà, n'hésitez pas. J'ai hâte. mais même, elle est très lancée parce qu'on va revenir vers vous. On est en train de faire… nous aussi, on a des projets aussi pour… attirer les chefs de partout, qu'ils puissent venir à Abidjan, parce que sinon, tout le monde ne doit pas, on n'est pas toujours obligé d'aller à Paris. Donc,
C'est ça. pour que vous puissiez venir manger à checker directement Ah ben, ça à la serait un source. grand À la plaisir. source. Donc, ça, il faut qu'on attire tout ce monde-là. C'est Chef ça. Katia, chef Ursula Oui, aussi. bonjour à Ah, tous. Je voulais juste faire un petit Bonjour. coucou à Ina pour lui dire elle fait un boulot de dingue. Je la suis sur Facebook. Bonjour à tous, excusez-moi. Merci. salut, Elle fait Katia. un boulot de dingue et on se suit mutuellement, pardon. Et ouais, franchement, le boulot est là, quoi. On a des femmes vaillantes, quoi, debout, comme on dit chez nous, femmes jock. Et franchement, c'est génial. C'est formidable ce qu'elle fait comme boulot. Vraiment. Bravo. Merci, Katia. Toi aussi, d'ailleurs. Hein. Merci. Bon, on se bat hein, tous les jours parce que l'objectif, c'est ça. C'est de représenter notre culture au mieux sans dénaturer les choses, en la faisant évoluer, mais en étant présent. Voilà. Exactement. OK. Ben voilà, on va terminer là. Je vais laisser honneur aux dames hein, parce que c'est à vous de clore le webinaire, Alison. Alors, merci. Merci à tous pour votre participation. Merci à Chef Aïna pour son temps et pour sa présence. Merci. Et puis, on reviendra vers vous très bientôt pour parler un peu des différents projets et puis voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Merci mille fois. Merci, Francis. Merci, Alison. Merci Merci à à ceux Au revoir. Merci à À tous et à bientôt. tous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.